Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, je suis sur les futures e-minis. Donc, comme je disais par rapport à la semaine dernière, si nous sommes toujours dans la tendance baissière, nous étions dans un gros excès et puis en plus, on avait des signaux à court terme que on aurait un retracement de justement cet excès-là. Puisque quand on monte sans forcément volume, c'est plutôt fragile. Donc quand je dis sans volume, si par exemple je vous mets le S&P 500 qui est l'ETF du S&P 500, le SPY, le plus tradé aux États-Unis et que je rajoute par exemple les volumes, donc au BV par exemple, on pouvait constater justement que vous voyez, on montait sur un marché, excusez-moi ici, voilà, mais on n'avait pas forcément de volume quand on constate et qu'on voit par rapport à la progression du prix. Donc, on appelle ça généralement des rachats de positions short, donc des rachats de positions baissières. Généralement, c'est ce qui se passe et ça se passe sans volume. Donc là, on peut constater que c'était vraiment le rachat, le débouclage en quelque sorte des positions baissières, donc le rachat qui a fait pousser les marchés. Donc maintenant, comme je disais, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait faire monter de nouveau sur les marchés vers les ATH. Ce serait par exemple un changement de politique monétaire, une réduction, une banque centrale moins restrictive ou un changement sur un plan fiscal ou quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, on est en train de taxer les corporations qui font le plus d'argent, donc ça impacte probablement les résultats futurs. Et pour l'instant, les banques centrales restent encore restrictives. Donc là, on va potentiellement rester vraiment encore un petit peu dans un moment d'incertitude au niveau des marchés financiers, puisque les chiffres aussi évoluent et que le marché actuellement représente aussi un petit peu le contexte actuel économique. Donc là, c'est vrai qu'on a eu les chiffres de l'emploi, hein, les chiffres du NFP. Donc là, ce qui était prévu était de 300 000 créations de postes, mais là, on est passé à 315 000, donc ce qui est un peu plus que les prévisions. Donc c'est vrai que c'est interprété comme un marché vraiment de l'emploi très solide, l'économie va très bien. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces chiffres-là, ce n'est pas pris en compte, c'est-à-dire c'est pas une personne. En fait, il y a une personne qui cumule 3 jobs et c'est comptabilisé les 3 jobs comme 3 créations d'emplois, alors que ces 3 créations d'emplois-là sont faites par une seule personne. Donc ça, c'est vraiment la grande différence actuellement lorsqu'on regarde d'autres résultats, c'est que actuellement, on voit que les gens cumulent 3 postes. Donc, s'ils cumulent 3 postes, c'est qu'ils ont probablement des difficultés à payer leurs factures, ou ce sont des gens qui sont addicts à la consommation et que du coup, ils ont besoin de gagner plus pour consommer. Enfin bref, les suppositions peuvent être grandes, hein, mais cependant, on constate que c'est pas forcément de la création d'emplois pour une nouvelle personne, il y a de la création d'emplois pour la même personne. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, donc quand on regarde les chiffres un peu plus d'un point de vue un peu plus global, et ce qu'on aime, c'est le taux de changement, le taux de croissance d'un mois vers un autre ou de plusieurs mois vers un autre ou d'un an vers un autre, d'une année vers une autre, pardon. Et là, quand on regarde le coïncident, donc des chiffres en temps réel de l'indice de l'emploi, sur un taux de changement mensuel, on peut voir qu'on était négatif au mois de juin, on est toujours négatif au mois de août. Donc là, on voit bien que la tendance de la croissance d'un mois vers un autre, le taux de changement, on va dire, reste encore, vous voyez, dans une tendance baissière. Et puis là, on est même négatif au mois de août. Donc, quand on prend le panier global et qu'on fait vraiment, par exemple, sur 6 mois, un taux de changement d'une moyenne, taux de croissance d'une moyenne sur 6 mois annualisés, là, on peut constater qu'on est à 5%. On est encore très au-dessus de la moyenne sur 10 ans. Mais du coup, ça, ce sont des chiffres en temps réel et il faut savoir que ce sont souvent des laggers, les chiffres de l'emploi. Donc, quand on dit des laggers, c'est-à-dire des chiffres qui sont souvent plus en retard par rapport à l'ensemble des chiffres. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la direction de ces chiffres-là. Et là, quand on regarde la direction, on doit regarder ce qu'on appelle les indicateurs avancés de l'emploi. Et eux, ben là, on peut constater que la direction, elle est quand même, vous voyez, proche de zéro. On est proche d'un environnement récessionniste. Si on passe négatif, on est dans un environnement potentiel récessionniste au niveau de l'emploi dans les prochains mois. Donc,
ce qui est important de noter, c'est que sur les indicateurs avancés de l'emploi, on peut voir que on est en dessous de la moyenne de 10 ans. Hein, donc on est à 0,4% et qu'on est proche de zéro et que lorsqu'on passe en dessous de zéro, on est vraiment dans la partie négative du taux de croissance négatif et donc du coup ça c'est potentiellement donc récessionniste. Donc ça nous donne la direction des chiffres de l'emploi d'une manière générale pour les prochains mois. Et donc, s'ils sont récessionnistes, ça veut dire que ces chiffres-là vont passer aussi récessionnistes et donc négatifs, et donc ça va impacter aussi l'économie, la consommation, les revenus, la production, enfin l'ensemble des facteurs. Donc là, on le voit, hein, on se rapproche de zéro aussi ici. On est encore quand même au-dessus de la moyenne de 10 ans, mais dès qu'on va passer en dessous, on va se rapprocher de zéro. Donc, bien évidemment, les indicateurs avancés, c'est sur plusieurs mois, ça peut être de 3 à 6 mois. Donc, c'est vrai que là, si c'est une indication pour le dernier trimestre, voire les 2 prochains trimestres, on peut voir que la direction, elle est toujours fragilisée. Donc, bien évidemment, sur les marchés financiers, c'est impacté de la même façon, puisque bien évidemment, c'est une bonne partie fondamentale macro et une autre partie un peu plus, comment dire, le comportement de la finance comportementale, pardon, la finance comportementale. Donc, c'est pour ça qu'on a des variations, hein, puisqu'on a des réactions, des comportements, des interprétations. Mais sur la grosse photo, on peut réétudier les chiffres et pour l'instant, on voit que la tendance des indicateurs avancés sont toujours vers le bas et que même ceux de l'emploi qui restent le plus solides, comme on peut voir ici, à 6,6%, donc bien au-dessus de la moyenne sur 10 ans. Lui, on peut voir que les indicateurs avancés, nous donnent une perspective où on se rapproche de zéro. Et donc, dès qu'on passe dans la partie négative, il y a des potentiels à ce que l'emploi devienne récessionniste dans les prochains mois. Et donc, ça ne va pas forcément aider les marchés financiers dans le sens où la Banque centrale reste restrictive pour la simple et bonne raison que le taux d'inflation reste encore élevé, qu'elle va pas forcément réimprimer avec un taux d'inflation qui reste encore à 7-8%, puisque ça va engendrer qu'un effet encore plus mauvais. Donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de changement au niveau de la politique monétaire ou de changement au niveau de la politique fiscale, alors quand je dis fiscale, c'est par exemple, vous voyez, ici entre 2016 et 2018, hein, dans cette belle croissance ici qui nous a aidés, on était quand même dans un environnement où on a commencé à être restrictif, à augmenter les taux, à retirer de la liquidité, notamment il me semble c'était fin 2017, et pourtant ça a continué de monter pour la simple et bonne raison qu'on avait aussi permis aux entreprises de baisser les taxes. On avait baissé les taxes corporatives des entreprises, qui a fait que ça a stimulé un petit peu les résultats et donc, bien évidemment, ça s'est répercuté sur les marchés financiers. Pour l'instant, on n'a pas de ça. On a une banque centrale restrictive, ce qui fait que on est toujours actuellement sous la moyenne mobile des 10 mois et que tant qu'on passe pas au-dessus, je ne vois pas forcément pour l'instant de reprise et pour l'instant quand on regarde les indicateurs leaders, on est toujours dans la tendance baissière, au niveau de l'emploi, qui reste l'une des l'un des critères les plus vraiment les plus solides, dans l'ensemble, dans tous ces ensembles-là, qui rassemblent quoi? Les revenus personnels, la production industrielle, les non-farm payroll, le niveau de l'emploi, les ventes au détail et aussi la consommation personnelle. Donc, pour l'instant, les parties emploi sont quand même encore solides, largement au-dessus de la moyenne de 10 ans, mais on voit que la direction est, pour l'instant, voyons donc, je vais y arriver, que la direction, elle est toujours vers le bas quand on regarde les indicateurs avancés. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, au niveau d'un point de vue technique, comme je disais, toujours en dessous de la moyenne mobile sur 10 mois. On regarde au niveau, aussi au niveau, par exemple, du Bitcoin, BTC USD. On est en dessous toujours, alors, je vais faire
ça comme ça. On est toujours en dessous de la moyenne mobile sur 10 mois. Alors c'est vrai que le Bitcoin range un peu plus parce que vous voyez, on a quand même un écart entre celle-ci et le prix actuel. Donc c'est pour ça aussi que ça range, histoire de faire rapprocher cet écart et cet excès-là. Cependant, ce que j'avais mis sur Twitter, ce que j'avais partagé, c'est que le Bitcoin est quand même très sensible à la politique monétaire. Donc le Bitcoin a été créé en même temps que comment dire les programmes d'injection de liquidité et on peut voir qu'il est du coup très sensible aussi à ce programme-là. Donc lorsqu'on réduit par exemple les liquidités, là on recommence un petit peu par exemple quand on commence à retirer des liquidités, on voit que ça fragilise exactement le Bitcoin. Là, on commence un petit peu à réduire le fait que on en retire de l'argent, mais on en retire moins. Donc là, ça commence un petit peu à faire respirer le Bitcoin. Et ici, mais sauf qu'on a continué, on a arrêté, mais l'économie n'allait pas très bien non plus. Donc du coup, ça a stagné pendant une grande partie puisque nous n'étions pas en accélération de croissance. Donc ça a stagné pas mal. Et là, on peut voir que le début de QE, donc l'injection au niveau des liquidités, a fait pumper beaucoup plus le Bitcoin et que la fin du QE a fait commencer à faire casser le support ici qui était aux alentours de 30 000 au niveau du Bitcoin. Donc voilà, et là on va doubler les retraits de liquidités, c'est-à-dire on va doubler le quantitative tightening, et on va doubler les retraits mensuels à partir de septembre. Donc faut faire un petit peu plus attention au niveau du Bitcoin. J'attends soit une réduction justement des retraits, ou soit un arrêt complet des retraits ou soit un début de QE. Mais je veux quelque chose qui va permettre aussi de faire respirer l'économie, la croissance économique aussi. Donc voilà, c'est tout au niveau d'aujourd'hui. C'était ma petite mise à jour. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve la prochaine fois.